Elle est stable. Elle l'est pas. Alors vous demandez ce que c'est que ce truc. C'est la roue des fortunes. C'est Hubert qui m'a construit ça, avec Sandrine, tous les deux. Donc Hubert, voilà, on a un mec manuel à gauche, tu vois, c'est un truc qui se chérit parce que c'est clair que des gens pour te refaire des manifestes de comment on doit vivre à l'avenir en 850 pages, il y en a un paquet. Mais pour te construire une roue des fortunes qui fait taxer, on tombe donc sur taxer sa fortune, ça sert à quoi ce truc-là? Franchement, c'est pas encore. Mais on l'emmène dimanche à la marche à Paris et vous pourrez venir tourner la roue des fortunes et il y aura Guillaume, notre copain de Picardie Debout, qui sera là pour faire de l'animation. C'est déjà Hubert qui nous avait construit une paillote pendant la campagne, tu vois, pour qu'on puisse picoler ici comme si on était en Corse alors que bon, c'est la Picardie. Je veux dire aussi qu'il y a un grand désaccord. Fuis pas à ce moment-là, toi, là-bas. Il y a un grand désaccord parce que moi, j'avais dit, faut mettre Jeff Bezos, Hayat, Bernard Arnault, Aurélia, tu vois, des destins contrastés comme ça. On tire au hasard et hop, je raconte une histoire. Mais non, il y a eu un complot dans mon dos. J'ai été mis en minorité à cause de mes absences à Paris et boum, la Picardie, là, elle s'est crue libre et elle a décidé de mettre autre chose. Donc, c'est Guillaume qui animera tout ça dimanche sur notre camion. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se fait jeudi aussi une nuit des profits? Non, des super profits. Tu vois, c'est super profit contre super retraite. Pourquoi on se fait ça? C'est présenté par Audrey Vernon d'ailleurs, avec Leïla Cheybi, avec Aurélie Trouvé, bon, avec les copains, les copines, Emmanuel Vire du SNJ-CGT, avec un ou maître où on vient ensemble décider qui est le pire Picsou de l'année. Attends, j'oublie un truc. Pourquoi on fait aussi, alors là, tu vois, c'est à l'état d'ébauche, j'ai rajouté un point d'exclamation, je coupe des trucs, je dis ça, il faut me le mettre en plus grand. Pourquoi on sort un 4 pages, un Tchofakir, super profit contre super retraite? Parce que je pense que là, c'est une remise en route qui doit se faire dans la joie. Tu sais, on n'arrive pas à entraîner les gens en disant « ouais, on a perdu, c'est mort ». Bon, non. Nuit des super profits jeudi, marche dimanche et notre tract. Et sans faire de jeu de mots, enfin quoi que j'en faire un, mais pour moi c'est la première marche, tu vois, mais c'est presque au sens d'un escalier qu'on gravit pour arriver à une grande bagarre qu'il va falloir, si Macron s'entête, sur les retraites. Parce que là, c'est des dizaines de millions de personnes qui se sentent concernées, qui se disent bon sang, mais comment moi je vais tenir jusqu'à 65 ans? Comment je vais tenir jusqu'à 66 ans? Jusqu'à 67 ans? Quand on est banquier d'affaires ou conseiller chez McKinsey, ça va, mais quand on est Morissette, agent d'entretien sur une plateforme logistique, quand on est aide-soignant ou enseignant, quand on est plein de métiers comme ça, on se dit bon, à 62 ans, on sait, tu vois, déjà à 60 ans, il n'y a plus qu'un Français sur deux qui travaille. Donc bon, pour parodier la marche des fiertés, tu vois, pour moi c'est presque une marche de la fierté qu'on doit avoir dimanche. Regarde l'histoire de Total. Alors hier j'ai essayé de faire mon plein de bagnole. Ça a affiché pour le gasoil, ouais je suis au gasoil, pas bien tu vois, 99,99. Donc soit le tableau d'affichage était en panne, soit c'était une manière de dire qu'il n'y avait plus de gasoil. Le reste il y en avait, mais il y avait la queue. Donc j'ai roulé sur la réserve. Mes gosses sont habitués, parce que déjà 2 ou 3 fois je me suis planté, il a fallu trouver des solutions, jerrycan, bidule truc. Bon, cette histoire de Total c'est une caricature. C'est pas seulement une caricature sur le pognon, je vais le dire quand même, hein, tu vois. 10 milliards d'euros de profit d'un côté, dividendes exceptionnels pour tous les actionnaires, là, en urgence, plus 52% pour le PDG, et t'as de l'autre côté, les salariés, ils réclament pas plus 52%. Ils sont modestes dans leurs demandes, tu vois. Et t'as Attal au milieu de tout ça qui te dit ce matin à la radio, je l'entends, porte-parole du gouvernement, non mais Total a vraiment fait un effort sur la ristourne sur l'essence, ils ont donné 500 millions sur 10 milliards en 6 mois, c'est-à-dire sur 20 milliards à la fin de l'année. C'est-à-dire que tu es grosso modo à 2,5% des profits sans doute au bout du compte. Dire quand même que là-dedans, tu as quelque chose qui est d'une distorsion de l'économie en général. C'est pas seulement pour les salariés, c'est même à la limite pour le capitalisme que c'est un problème quand tu as les sociétés de transport et d'énergie qui sont passées de 3% du PIB à 6% du PIB. C'est-à-dire que c'est le reste du pays qui est sucé comme des vampires par ces deux trucs-là, les porte-containers, CMA, CGM et Total, Exxon, Esso, bon voilà. Mais il y a pire, je trouve, là-dedans, dans cette histoire. Il y a ce que je trouve le plus dingue. Et ça dit leur mépris, et c'est pour ça que je parle d'une marche de la fierté. C'est que ça fait 10 jours que les mecs sont en grève et le patron de chez Total, il s'est toujours pas décidé à négocier.
Il n'a pas donné de réponse, rien, il attend. Mais on attend quoi? Combien de jours de blocage ils font pour que simplement ils se décident à dialoguer avec les syndicats? Quelque part, c'est à l'image d'une France où, tu vois, même sur les retraites, on sait maintenant qu'il y a 7 Français sur 10, 8 Français sur 10 qui n'en veulent pas de son truc à Macron. Mais Macron, il est là. Pour moi, je vais la faire, ma retraite, pas de problème. Surtout, c'est à peu près comme ça. C'est-à-dire la surdité organisée. On n'existe pas, on est des petites fourmis, on n'a pas le droit à la parole, ou alors, quand on parle, c'est comme si ça comptait pas du tout dans le pays. Bon, eh ben, je pense que face à ça, il faut une marche de la fierté qui vient dire attention, on existe, nous aussi on peut être puissants, comme le montrent d'ailleurs les ouvriers de chez Total, tu vois. Je sais pas ce qu'ils gagneront sur le plan du porte-monnaie, et puis il faudrait gagner pour l'ensemble des salariés de ce pays. Mais je sais ce qu'ils vont gagner sur le terrain de la fierté. Et bien nous aussi, on doit gagner aussi sur le terrain de la fierté. Pourquoi ça tient? Aujourd'hui, on est dans une immense indécence. On est dans une organisation de l'injustice avec, tu vois, Bruno Le Maire qui te dit on sera à l'euro près. L'euro près, ça sera pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, pour Hayat et compagnie. Mais dans le même temps, on peut filmer 8 milliards d'euros supplémentaires qui iront très largement aux très grandes entreprises du pays avec la baisse de la CVAE, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. 8 milliards, c'est une analyse de Roland Barthes dans Mythologie, qui est vraiment un bouquin que je recommande. Et à un moment, il parle de la naturalisation du social. Et je pense qu'on est dans ce ton-là, c'est-à-dire que ce qui est politique n'est pas présenté comme un choix d'hommes et de femmes appartenant à des classes, servant des intérêts, mais c'est présenté comme une espèce de fatalité, comme étant dans l'ordre naturel des choses. Il y a eu la crise du Covid, c'est une maladie, bon, c'est des trucs qui se baladent dans l'air, là, qu'est-ce que tu peux? C'est pas Macron qui peut quelque chose contre ça. Donc si pendant ce temps-là, les milliardaires, ils se prennent 300 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent du PIB de la région Hauts-de-France et de la région Grand Est, en plus, en une année, c'est presque naturel. Et là, c'est la guerre en Ukraine, c'est pas de notre faute, on n'y peut rien. Et donc, si pendant ce temps-là, pareil, le taux de marge des entreprises n'a pas été aussi élevé depuis la création de l'indice par l'INSEE, c'est l'INSEE qui le dit en 1949, tu vois, mais ça apparaît comme étant un c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est pas un choix. Ben non, sous le manteau de cette fausse nature, il y a des choix qui s'opèrent. C'est notre truc là, on va découper notre page 1 de notre 4 pages, vous pouvez le commander d'ailleurs, hein. Là-dessous, là, vous pouvez commander, je ne sais pas sur trop quel lien, mais enfin vous trouverez. En haut, tu vois, la distribution des dividendes atteint un record en France, et là, ça c'est la source des Échos de mon ami Bernard Arnault, tu vois. Nous, en bas, 25% des Français se restreignent sur leur quantité dans leurs assiettes. Et t'as l'État, qu'est-ce qu'il fait? À la place de rétablir les plateaux de la balance entre les deux, ce qui devrait être le rôle du pouvoir public, quand il y a un fort et un faible, de venir rééquilibrer ça, au contraire, il vient encore prendre au faible pour donner au fort. Bon, puisque je parlais de la faim là, tu vois, c'est pareil, la faim, pour moi on vit le retour de la faim, et c'est presque naturalisé, c'est presque devenu une banalité. Dans mon film Merci Patron, il y a un moment où les ouvriers, Jocelyne et Serge Clure, qui se sont fait jeter de CCE sous-traitants de LVMH, ils disent nous on mange pas à tous les repas. Et là dans la salle de cinéma, quand j'assistais à mon propre film, ce qui m'arrivait parce que je le trouvais vachement bien, et ben ça faisait un silence immense. Tu sentais que les spectateurs et les spectatrices ils étaient pris à leur estomac. Je me souviens d'un autre moment où on était à table au Mans avec un jeune étudiant qui travaillait dans l'automobile, Tobias il s'appelait. Alors qu'on était tous en train de bouffer là, pendant la séance de Merci Patron d'ailleurs, lui il dit c'est bien qu'on soit au resto parce que moi je n'ai pas mangé aujourd'hui. Les mâchoires se sont arrêtées comme ça, tu vois. Et là maintenant, c'est presque toutes les semaines que j'ai Christophe qui travaillait chez Transdev, donc qui faisait conducteur de car, je le dis parce que là il vient de démissionner justement, qui était payé 700 à 800 euros par mois, et il expliquait comment il y avait des repas qu'il sautait pour ses enfants, et comment il piquait des trucs au supermarché. Un grand moment où c'est entré dans l'ordinaire, même si ça faisait des unes à la télé, c'est la crise Covid où tu avais les queues d'étudiants pour leur colis alimentaire, et tu avais ça. C'est le gouvernement qui dit ça, c'est là que c'est balèze.
37% des jeunes de 18-24 ans sautent au moins un repas par semaine pour des raisons financières. C'était sur le ministère des Solidarités. Mais alors, comment ils organisent la solidarité? Je cite, « Avec StudHelp, vous pouvez aider un étudiant grâce à des dons alimentaires. Pour devenir donateur et soutenir un étudiant en difficulté, rendez-vous ici, jeveuxaider.gouv.fr/mission-bénévolat. » Attends, t'imagines? Ça veut dire que le gouvernement là, non seulement dans un pays qui est quand même immensément riche comme la France, il n'organise pas les choses pour que les jeunes ils puissent manger à tous les repas, pour lutter contre la faim. Et non seulement ils ne font pas de la charité pour ça, mais juste ils sont là pour recommander la charité aux Français. Donc une acceptation d'une faim qui s'installe dans le pays. Dire que c'est pas naturel, même en temps de crise, c'est pas naturel. C'est pas parce que tu as la crise du Covid ou que tu as la guerre en Ukraine ou tu as quoi que ce soit que la faim est un phénomène naturel. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Là, quand tu regardes le sondage du Secours populaire, tu vois très bien qu'il y a un quart à un tiers de la population qui cumule les découvertes bancaires, les problèmes pour payer les factures, les privations sur les enfants. Bon, c'est un choix politique, ça. La pire crise du XXe siècle, ça a été évidemment la Deuxième Guerre mondiale. Qui était en première ligne là-dedans? L'Angleterre, qui se prenait les bombes des Allemands pendant 4 ans sur la tronche. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais, ils ont installé du rationnement, c'est-à-dire qu'on a baissé le plafond des plus riches en haut, on a monté le plancher des plus pauvres en bas, et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Eh bien, ça a eu comme conséquence qu'il y a eu des rations minimum pour tout le monde dans le pays, même si c'était pas l'idéal, hein. Déjà c'est de la bouffe anglaise quand même, bon allez, c'est pas... Mais en plus... Ils ont gagné 7 ans d'espérance de vie pour les civils pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne s'était jamais vu en Angleterre, un tel gain d'espérance de vie. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place ce plafonnement et on a mis en place ce plancher qui remonte. L'indécence, là, l'injustice, le fait que eux, en haut, ils se gavent, que en bas, on rationne. Ça a des conséquences sur les estomacs, mais c'est amoral. Ça a des conséquences sur la morale du pays et ça a des conséquences sur le moral du pays. C'est pour ça que quand il y a eu Colère la semaine dernière qui s'est fait rattraper par un bout de fil dans l'affaire MSC pour prise illégale d'intérêt, j'ai dit bon bah d'accord, c'est comme Al Capone qui s'est fait prendre pour fraude fiscale. Alors ça c'est une référence, maintenant les jeunes ils l'ont plus. Al Capone, bah c'est vrai non, il y a pas eu de série sur Al Capone donc vous connaissez pas Al Capone. Bon voilà, c'est comme ça. Al Capone, c'était donc le grand bandit de Chicago pendant la période de la prohibition des années 30 aux États-Unis. Il a été arrêté par Elliot Ness, donc qui était un flic incorruptible. Et il a été arrêté sur de la fraude fiscale, non pas sur les crimes qu'il commettait pour avoir le marché de l'alcool, mais sur un petit détail. Bon, bah c'est pareil pour Colère. Mais Colère, Macron et faudrait dire tous les autres, tu vois, Pebro, BNP Paribas, enfin, c'est des générations et des générations d'inspecteurs de finances qui passent dans le privé avec un bout de l'État, en ayant arraché une prise, tu vois, une prise à l'État, une prise au bien commun, une prise à la nation, et qui partent Alcatel, Alstom, Nokia, Péchinet. Tu vois, tu peux lister un an plus finir, Engie, Total, qui appartenait au patrimoine commun aussi. Bon, en fait, c'est l'organisation d'une prise légale d'intérêt. Une prise légale d'intérêt par les intérêts privés, qui sont les leurs, qui sont ceux de leur milieu, et ce sont des pans entiers du pays. Ah, j'ai oublié de citer, attends, elle est bien la citation de Macron quand même. Faut que je fasse la citation de Macron sur les retraites. Enfin, tu vois, Emmanuel Macron, c'est un peu comme si on était un poisson rouge dans le bocal. Il fait un tour, et nous, on doit avoir oublié ce qu'il raconte. Bon, et donc en 2019, c'était pas il y a un siècle, tu vois, c'était il y a 1, 2, 3 ans. Bon, qu'est-ce qu'il disait? Il disait ça. Quand on est peu qualifié, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et on va expliquer aux gens, travaillez jusqu'à 64 ans. Mes bons amis, travaillez plus longtemps. Ça serait hypocrite. Et j'invite les gens que j'entends dire de manière simpliste, c'est ça les solutions, d'abord de regarder la société. Donc là, tu vois, il te disait, c'est pas possible d'aller jusqu'à 64 ans. Mais maintenant, il te dit, bah, c'est possible pour les mêmes d'aller à 65, à 66, à 67 ans. Sur le moral et la morale, je te cause d'argent. Mais ça s'enquiste dans la société de manière bien plus profonde que ça, tu vois. C'est la loi qui finit par susciter du dégoût. Quand la loi, elle est au service des riches. Maintenant, ça y est, on a plein d'exemples. Tu sais, mon procès avec Bernard Arnault, là, où c'est lui qui m'espionne, enfin qui me fait espionner par son copain Bernard Squarcini, jusque ici, jusque Fakir, jusque dans le parc Saint-Pierre juste en face, mais il paye la justice 10 millions d'euros,
et du coup, il n'y a pas de procès. Je répète, j'attends que sur les robes des magistrats, il y a marqué sponsorisé par LVMH. Mais maintenant, regarde ce qui se passe dans le cas de Drahi. Une loi que j'avais combattue à l'Assemblée nationale sur le secret des affaires. J'avais dit, vous verrez, demain, on ne pourra plus publier des informations sur les grands groupes financiers, sur leur évasion fiscale et ainsi de suite. Là, qu'est-ce qui se passe? Reflet chope des données, parce qu'elles ont été piratées, sur le groupe Altis. Et ils utilisent ça pour regarder un peu comment vit Drahi, les dépenses qu'il a avec son jet privé, les œuvres d'art qu'il achète, je crois qu'il est endetté à hauteur de 50 milliards d'euros, mais ça ne l'empêche pas de vivre confortablement, nettement au-dessus de ses moyens, puisqu'on dit aux Français, vous êtes endettés, vous ne pouvez pas vivre au-dessus de vos moyens. Bon, lui, il le fait. Ils arrivent à dépioter les montages financiers avec la Suisse, avec le Luxembourg, et oui, publie ça. Drahi porte plainte pour atteinte au secret des affaires. Donc le jugement, il ne se passe pas devant la 17e chambre correctionnelle à Paris, c'est-à-dire la chambre qui est réservée aux droits de la presse. Excuse-moi, mais quand je me suis retrouvé là-bas, après avoir eu le tribunal amiénois, j'ai eu l'impression de respirer un air de Voltaire, tu vois, un air de lumière là-dedans, dans cette 17e chambre. Bon. Et donc, non, c'est pas là que ça se joue devant un tribunal de commerce. Et là, le tribunal de commerce, il vient de juger que, finalement, ce qui a été publié ne portait pas atteinte au secret des affaires, mais que si jamais il continue à publier là-dessus, là, il fallait pas qu'il le fasse, parce que peut-être que ça porterait atteinte au secret des affaires. D'abord, on n'en a rien à foutre de porter atteinte au secret des affaires. Je veux dire, un journaliste, il est là pour porter atteinte au secret des affaires. Aussi, tu vois. C'est pas notre problème. Qu'est-ce qui se passe entre les gros mastodontes de la finance? C'est pas notre souci. Donc, simplement, il y a cette espèce de ligne rouge là qui commence à être posée. Mais tu regardes ce qui s'est passé, puisque Bernard Arnault ne s'est pas contenté de venir m'espionner ici. Il a aussi commandé des papiers dans la presse pour dire du mal de moi. Il les a publiés sur des sites, je me souviens plus le nom du site, qu'importe. Bon, mais il a fait appel à une boîte qui s'appelle Avisa, c'est ça, hein, Avisa Partners. Non, parce que, en fait, c'est pas comme si ça me passionnait tous les jours, l'intérêt que me porte Bernard Arnault. Mais bon, voilà, il commande un papier, et le gars qui est journaliste avec immensément de guillemets, qui a pour prénom Julien, reçoit cette commande et dit « Ah ben non, Ruffin, je l'aime bien, j'ai vraiment pas envie de publier un papier méchant sur lui. » Donc, il nous prévient. Et là, on écrit nous-mêmes le papier qui doit dire du mal de moi. Bon, voilà, ça c'est pour s'amuser un petit peu. Et là, Julien dit « Stop, j'en ai marre. Franchement, j'ai publié des tas de trucs pour rendre service aux dictateurs africains, pour rendre service aux multinationales, pour rendre service un peu tout. J'en ai marre de faire ce journalisme de commande, pour mettre ça sur les... Tu sais, tu peux publier des tribunes sur les sites internet, ou alors même dans les pages opinion des journaux. Bon, il faisait ce boulot-là. Il dit j'en ai marre, je veux plus de ça. Il nous raconte tout. On publie un papier là-dessus. Derrière, il y a des collègues, donc je vais citer parce que il y a Reflet, à nouveau, ils n'ont pas de chance, hein, disons, c'est en semaine. Hein. Arrêt sur image, Mediapart, Next Impact, l'ADN, qui reprennent cette enquête et qui la poussent plus loin, qui vont faire des recherches, qui disent voilà, qu'est-ce que c'est que ce groupe Avisa, qui est dedans, qui est au conseil d'administration, comment ça fonctionne. Et voilà qu'en cascade, qui est poursuivi? Pas Bernard Arnault. Pour avoir commandé ces papiers pourris. Pas Avisa Partners, non, c'est Avisa Partners qui a le culot de poursuivre les boîtes dont je viens de te parler, la Reflet, Arrêt sur Image, Mediapart, Next Impact, l'ADN, je le dis parce que défendez-les. Défendez-les en vous abonnant. On a comme une loi qui est maintenant faite pour servir les puissants de ce pays et pour faire taire les voix qui viendraient être dissidentes, porter une autre parole dans la sphère publique. Tout ça, ça donne la certitude d'une corruption profonde de notre État, de notre nation. Et que les gens, ça produit de manière générale du ressentiment et du dégoût, et de l'écœurement, et qu'il nous faut sortir de ça. Tu sais, quand j'ai démarré en tournant ma roue et puis en disant il faut de la joie, pourquoi? Parce que Antonio Gramsci, tu sais, je dis toujours, mon adversaire, ce n'est pas Marine Le Pen, enfin c'est bien sûr Marine Le Pen, c'est pas Emmanuel Macron, enfin c'est bien sûr Emmanuel Macron, c'est toujours la finance, mais c'est surtout l'indifférence. En fait là, je reprends du Gramsci, donc je vais te le citer quand même. L'indifférence est le poids mort de l'histoire.
C'est la matière inerte dans laquelle souvent se noient les enthousiasmes les plus radieux. C'est le marécage qui ceint la vieille cité, la défend mieux que les murailles les plus fermes, mieux que ses guerriers, car elle enlise ses assaillants dans ses gouffres boueux, limoneux, et elle les décime et les démoralise, et quelquefois elle les oblige à renoncer à leur entreprise héroïque. Donc voilà, nous devons faire que les gens ils se remettent de l'enthousiasme, tu vois, ils se sentent animés à nouveau. Animés, ça veut dire réveiller les âmes, et qu'ils se remettent debout. Et qu'on avance, quoi, pour pas dire qu'on se mette en marche, mais mais voilà. Et donc pour ça, il y a cette carapace, cette gangue, cette boue d'indifférence, de résignation, d'écœurement qu'il nous faut laver. Je termine pour laver ça. Franchement, mon conseil du moment. Mais c'est pas du moment parce que ça fait un bout de temps que je les regarde et j'en avais jamais causé. Nu et culotté. Tu regardes ça ou pas? Tu regardes pas nu et culotté? Ben voilà. Tu vois, les gens de gauche, à un moment, ils vont venir se plaindre quand le truc disparaît. Mais là, tu as un machin qui existe, nu et culotté, c'est génial. Nance et Moots, c'est deux gars qui savent à peu près tout faire. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir des hommes accomplis. C'est MacGyver, mais en mode post-effondrement. Parce que tu leur donnes une bâche et 3 feuilles, et puis ils se fabriquent des chaussures et un pagne, et bon, voilà. Parce que l'idée, c'est qu'ils démarrent à poil, n'importe où, dans une forêt, près d'un lac, dans la nature. Et là, ils décident, ils ont un challenge, ils disent, tiens, je voudrais bien qu'on fasse un concert de musique classique dans un glacier du Mont Blanc. Tu vois, tu te dis, ah putain, c'est pas possible. Sans avoir un rond, ils ont pas un rond. Ils sont à poil, ils ont pas un rond. Et voilà, ils se mettent en route. Et qu'est-ce que ça démontre, leur aventure de proximité? Je préfère largement quand ils restent en France, moi, quand ils vont en Bourgogne, quand ils vont en Franche-Comté, quand ils vont dans le Nord, quand ils vont en Bretagne, quand ils vont, enfin tu vois, que quand ils se mettent à aller en Finlande ou en Écosse ou au Maroc. C'est vrai que j'ai mon côté aventure de proximité qui reste, quoi. Mais qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre l'immense générosité qu'il y a dans notre pays, la puissance de l'entraide. Oui, ils galèrent parfois à se faire prendre en stop, ils sont à poil avec, tu vois, il y a les poils qui dépassent. Donc bon, ils arrivent à se faire héberger chez des gens. Mais non seulement ça, mais les gens, ils se confient à eux, ils racontent leur histoire. C'est hyper touchant, c'est super émouvant. Je regarde ça, moi, avec mes gosses, ils adorent. Donc, je te conseille, hein, tu vois. T'as pas la télé, mais c'est en replay sur le site de France 5, tu vois. Je te conseille, c'est en replay sur le site de France 5. Parce qu'évidemment, quand c'est une aventure comme ça, ils peuvent en faire que 4-5 par an, tu vois. Puis ça doit bouffer une énergie dingue d'être à poil sur les routes, enfin bon, et de dépendre de l'un, dépendre de l'autre. Où est-ce que je vais dormir ce soir, tu vois. Mais ça démontre que sous nos pieds, il y a une arme massive qui est cette entraide possible chez les gens. Et te dire que, enfin vous dire, parce que là c'est pas qu'à toi que je cause, mais vous dire que je pense que dans les crises en cours et à venir, qui risquent d'être encore plus puissantes, on ne s'en sortira que si on a beaucoup de Nance et Moots en nous. Voilà, il nous faudra être nous, à notre tour, nus et culottés, et faire jaillir ce qu'il y a de meilleur de nous en termes d'entraide et de solidarité.